Ça fait déjà 25 ans. 25 ans que je travaille auprès de la profession comptable. 25 ans que mon premier client m'a dit « Bon, vous savez, Franck, de toute façon, la compta va disparaître. Bon, allez, bon week-end !» Quelques années plus tard, je suis toujours là, et la compta aussi. En revanche, entre 1998 et 2023, beaucoup de choses ont changé, et d'autres bouleversements se préparent. Il y a des défis comme la facture électronique, bien entendu, mais aussi et surtout des opportunités, comme l'analyse de la donnée financière. Comment se préparer au mieux ? Comment faire en sorte de ne pas rater le tournant ? Je m'appelle Franck Lascombe, je suis directeur commercial associé de Bobby et véritable passionné de la profession comptable. Ces questions, je me les pose, et l'objectif de cette série est de vous aider à y répondre. Bienvenue dans la saison 2 de Podmiel, le podcast de Bobby. Bonjour à tous, je suis très heureux de reprendre le micro aujourd'hui pour vous parler d'un sujet brûlant et totalement d'actualité, la RSE. Je suis vraiment content aujourd'hui de recevoir Stéphane Damota, que je connais depuis longtemps, puisque nous travaillons auprès de la profession comptable depuis de nombreuses années maintenant. Il y a de véritables opportunités aujourd'hui autour de ce sujet. Et on souhaite vraiment être pratico-pratique dans cet épisode pour vous montrer à quel point l'expert comptable est plus que jamais légitime à produire cette mission pour ses clients. Stéphane, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs ? Salut Franck, moi aussi je suis très content de te voir dans ces magnifiques studios de One2 et je suis très content de te retrouver. C'est vrai qu'on se suit depuis quand même quelques années sur nos aventures respectives. Et oui, là je suis là pour ma dernière en date qui est Enso RSE, donc une plateforme qui permet aux experts comptables de lancer facilement, de façon industrielle, des démarches RSE auprès de leurs clients TPE et PME. Voilà. Et moi, j'ai, comme on l'a indiqué, une accroche particulière avec la profession parce que déjà, mon premier rendez-vous professionnel, c'était avec un expert comptable. C'était en 2001. Et depuis, j'ai jamais lâché la profession. Ils sont attachants. Donc écoute, en tant que cofondateur de Enso RSE, tu es vraiment au cœur du sujet maintenant, depuis 3 ans, en ayant développé ce chouette projet. Donc j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour toi, finalement, quelle est la représentativité de la profession comptable dans la RSE ? Alors la question, elle est compliquée parce que entre experts comptables, avec l'ordre, les différents syndicats, le sujet est brûlant. On le voit puisqu'il y a 2 ans, c'était la thématique principale autour de ce sujet-là. Depuis, il n'y a pas un événement, on parle pas de la RSE dans la profession comptable. Il n'y a pas, tous les syndicats. Il y a énormément de webinaires sur le sujet, des formations, etc. Donc, j'ai envie de dire que la représentativité de la RSE dans la profession comptable s'est lancée. C'est parti de très très loin. J'ai une pensée émue pour Hervé Bégaud, qui était un des précurseurs il y a 10 ans déjà du sujet et qui malheureusement nous a quittés. Et ça, c'est la représentativité de la profession. En revanche, qu'est-ce que représente la profession comptable dans le domaine de la RSE et quel est le poids aujourd'hui ? J'ai envie de dire pas assez. Voilà. Donc pas assez, mais avec une vision extrêmement positive, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. La profession est complètement apte, capable, armée pour lancer ces politiques, ces démarches auprès et de toute taille de marché, et je crois qu'on va en parler également. Tout à fait, ouais, c'est là-dessus qu'effectivement, je pense que c'est intéressant que tu apportes ton éclairage, compte tenu du nombre de cabinets que tu rencontres depuis 3 ans sur ces sujets-là. Tu vas pouvoir partager à nos auditeurs ce retour d'expérience. Aujourd'hui, donc, on a la directive CSRD, pour en France là pour les experts comptables. Pour toi, quelles sont les opportunités finalement qu'elle dessine cette directive ? Je vais faire juste un pas de côté. En gros, j'aime souvent dire ça. Aujourd'hui, dans la RSE, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a la salle où les gens sont obligés de réaliser des démarches qui s'appellent jusqu'à la fin de l'année la DPEF, déclaration de performance extra-financière, et qui concerne les sociétés de plus de 500 salariés, donc des structures assez importantes. De 500,
On vient de passer à 250 salariés, à plus de 250. Alors, il y a d'autres indicateurs, le chiffre d'affaires, le bas de bilan, etc. Mais on va faire au plus simple. Et donc, c'est plus de 250 salariés. En France, ça représente une taille de marché d'à peu près 6000 entreprises. Donc, dans ces 6000 entreprises, comment intervient la profession comptable ? Elle intervient avec un rôle bien spécifique, qui est un rôle d'auditeur, pas uniquement financier, mais d'auditeur également vert ou de visa de durabilité. Donc, avant ou jusqu'à la fin de l'année, toutes ces entreprises de plus de 500 salariés étaient auditées par un commissaire aux comptes qui était lui-même cofraqué. Il n'y avait que 25 firmes de commissariat aux comptes en France qui l'étaient. Et donc, avec ce passage de 500 à 250, il y a une grande décision qui a été prise qui est vraiment top. Moi, j'étais aux assises, c'est Dupond-Moretti qui l'a annoncé avec Yannick Olivier, c'est de dire que tous les commissaires aux comptes vont être maintenant capables d'aller chercher ce visa de durabilité et de pouvoir accompagner toutes ces boîtes de plus de 250 salariés dans leur audit de CSRD, de la norme CSRD. Justement, on l'évoquera tout à l'heure, où tu donneras peut-être, je dirais, les différentes contraintes en la matière et comment le commissaire aux comptes, finalement, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui, sachant qu'il y a des délais où, quelque part, il peut arriver à facilement s'inscrire dans cette démarche sans trop, entre guillemets, s'investir. Tu nous en parleras. Mais tu l'évoques, là, on parle de 6000 entreprises, finalement, mais c'est pas évidemment le marché potentiel, parce que il y a toutes les autres qui tu vas nous expliquer. J'ai parlé de 2 salles, 2 ambiances. J'ai décrit la première salle, je vais décrire la deuxième salle. Donc la deuxième salle, c'est toutes les entreprises de 0 à 250 salariés. Toutes ces entreprises-là, elles n'ont pas d'obligation du législateur. En revanche, par ruissellement ou par chaîne de valeur, elles se retrouvent avec quelques obligations, et notamment de montrer patte blanche, pour rester dans les lignes de fournisseurs, pour pouvoir répondre à des appels d'offres publics, mais on pourra en parler tout à l'heure. Donc, en gros, comme on vit aujourd'hui dans la profession comptable, des commissaires aux comptes qui auditent et des experts comptables qui produisent, on se retrouve avec quasi le même modèle, c'est-à-dire les plus de 250 salariés dans la profession comptable, c'est le commissaire aux comptes qui audite ses comptes à travers le visa de durabilité, et dans le 0,250, le cabinet va pouvoir produire un certain nombre de missions qu'on pourra décrire tout à l'heure, mais là pour le coup en production. Alors justement, c'est une bonne transition. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le rôle de l'expert comptable finalement et le rôle du commissaire aux comptes en la matière ? Alors sur le rôle de l'expert comptable, aujourd'hui, il a beaucoup de flèches à son arc, puisque il peut à la fois lancer des diagnostics, il peut accompagner sur des labels, il peut aider l'entreprise à lancer des démarches sur les différents critères ESG, environnement, social, gouvernance, et surtout aller jusqu'au bilan extra-financier, ou en tout cas constituer des documents qui vont permettre à la TPE ou à la PME de pouvoir justement rendre compte à son banquier, à son fournisseur, à l'organisateur d'un appel d'offres, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le métier de l'expert comptable. À l'intérieur du 0250, on sait très bien qu'il y a d'autres classes ou d'autres segments d'entreprise, quand on sait notamment que l'expert comptable la profession comptable est expert comptable de 91% des 0,20 salariés, et que grosso modo 80% d'un portefeuille d'un cabinet est composé de sociétés de moins de 50 salariés. Donc il y a un vrai sujet où le cabinet va aider ces TPE, PME qui n'ont pas de TP. Ça, c'est sûr et certain. Et pour avoir fait le tour des clients aussi des experts comptables, moi, je pense souvent ce parallèle. Moi, j'étais à une conférence de la directrice de la Sustainability de Louis Vuitton Monde. Ils sont 12 ETP dans le monde. Donc, en une boîte internationale avec des milliers de collaborateurs, ils sont 12. Donc, la PME de 20 ou 30 va pas y avoir un ETP. Donc, il y aura quelqu'un qui va porter peut-être des casquettes en termes de relais. Et c'est là où l'expert comptable, on dit souvent, c'est le troisième homme ou la troisième femme de la TPE. Et bien là, pour le coup, c'est encore une fois le troisième homme ou la troisième femme, mais avec une casquette différente, celle de la responsabilité sociétale des entreprises.
Alors justement, on évoquait tout à l'heure, donc il y a effectivement des contraintes, hein, malgré tout. Tout le monde ne s'improvise pas auditeur sur le sujet de la RSE. Et justement, au niveau des CAC, est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau des exigences finalement qu'on va demander au CAC pour pouvoir traiter ce sujet-là et nous décrire justement qu'il y a une belle opportunité en ce moment avec la clause du grand-père. Tu vas peut-être nous en parler. Il y a eu un travail incroyable de la CNCC avec le nouveau H3C qui s'appelle le H2A maintenant, Haute Autorité de l'Audit, pour permettre et valider le fait que tous les commissaires aux comptes pourront suivre des missions de durabilité à la condition de suivre 90 heures de formation. Donc là, pour ça, il y a plein de modules ou en tout cas de formats de formation qui sont validés par la CNCC et l'H2A, qui sont... je ne vais pas forcément citer les prestataires, mais il y a déjà la CNCC qui propose ce format. Et il y a aussi d'autres partenaires, qu'ils soient en termes de syndicats ou les écoles classiques qu'on connaît dans la profession. Donc ça, c'est une première condition. Sachant que ces 90 heures, ils sont imputables sur les 120 heures déjà de formation traditionnelle du commissaire aux comptes, quoi. Et donc, ils auront, pour tous les CAC, avant le 1er janvier 2026, grâce à la clause de grand-père, ils n'auront pas à faire sinon l'autre pendant, c'est-à-dire un stage de 8 mois. Qui est intéressant en plus, c'est un stage de 8 mois dans un cabinet où il y a au moins un commissaire aux comptes qui est accrédité visa de durabilité. Donc quand je dis ça, pourquoi je dis ça que c'est intéressant, c'est que le CAC qui ne suit pas la formation aura un problème d'attractivité de son cabinet parce que les futurs stagiaires, ils vont forcément aller chercher des maîtres de stage qui ont leur visa de durabilité. Donc ça, c'est un point intéressant où moi je suis hyper content de cette décision en dehors du fait que je crois qu'il y a 9000 CAC en France puissent porter la bonne parole de la RSE en France. C'est que ça, c'est mon analyse, hein, ça ne tient qu'à moi. Si on prend les 6000, la taille du marché, c'est-à-dire c'est 6000 entreprises de plus de 250, c'est 6000 entreprises, une grande majorité travaille avec les plus grands cabinets français. Ensuite, le bas des 6000 travaille avec des cabinets locaux ou de taille intermédiaire. Mais en tout cas, si on prend 30% des 6000, ça nourrit pas les 9000 CAC. Mais ces 9000 CAC auront suivi une telle formation qu'ils vont pouvoir rentrer dans la première salle, c'est-à-dire les 0250, et diffuser ce sujet de la RSE et avoir vraiment une vision beaucoup plus percutante avec une autre casquette, la casquette expert comptable, et pouvoir produire et délivrer des missions de conseil RSE auprès de leur TPE, PME. Alors justement, en préparant ce podcast, là, on en discutait et t'évoquais un point qui est quand même important parce que on voit bien le périmètre, je dirais, de droit, je parle pas de suite de fait, finalement le périmètre de droit sur 6000, mais qui côtoie finalement une obligation de fait, parce que comme on le verra plus tard, quelque part, la PME et la TPE a besoin de ça malgré tout pour pouvoir continuer correctement son activité, et tu nous en parleras. Mais je pense que ce qui est important aussi de bien évoquer, c'est que les experts comptables et les commissaires aux comptes sont pas seuls. Il y a de la concurrence sur ce créneau-là, de la RSE. C'est vrai, j'étais tellement dans le côté positif que j'ai oublié de parler de ça. Mais effectivement, il y a une ouverture à la concurrence avec ce qu'on appelle les OTI, les organismes tiers indépendants. Alors, il y a une autre terminologie qui s'ajoute à ça, mais les textes sont tout frais. On parle de PSAI, mais je pense que si on retient OTI, organismes tiers indépendants, donc des bureaux Veritas, par exemple. Et ces bureaux Veritas qui, eux, vont être obligés de suivre tout un plan de formation quand même, de 8 mois avec des consultants, donc un truc assez costaud. On s'invente pas OTI, mais il y aura une concurrence. C'est-à-dire que une société de plus de 250 salariés pourra soit prendre un CAC du cabinet X, soit prendre un consultant de la société comme Bureau Veritas ou autre. D'où l'importance, on le sait très bien, l'expert comptable est un tiers de confiance très important pour cette
typologie d'entreprise-là, tu le disais, ça représente quand même une grosse partie de leur portefeuille. Donc c'est vaut vraiment la peine, je dirais, de s'intéresser vraiment à ce sujet de la RSE, parce qu'il y a vraiment des choses à faire, et l'expert comptable bénéficie quand même d'un positionnement vis-à-vis de ces clients-là, de ces entrepreneurs-là, qui est quand même très intéressant pour pouvoir justement mener à bien ce type de mission, quoi. Et de fait, l'expert comptable, par son métier, est OTI sur les plus petites entreprises. Donc, le terreau, tout ce qui a été décidé là, c'est vraiment top pour la profession. Ça donne vraiment un gage de crédibilité dans l'ensemble du tissu économique français. Bon, après, il n'y a plus qu'à, mais en tout cas, le terreau est favorable. Exactement. À la préparation, là, justement, j'étais très intéressé par notre échange sur un point, justement, dans tes expériences du terrain. Tu me disais avoir défini 4 catégories, finalement, de cabinets par rapport à cette démarche. Est-ce que tu peux nous en dire davantage là-dessus? Oui, alors ça tient qu'à moi. C'est une expérience plutôt terrain. En l'espace de 3 ans, on a visité, échangé avec plusieurs centaines de cabinets d'expertise comptable. Et nous, aujourd'hui, on catégorise de la façon suivante. Il y a un premier slot qui est à peu près 30% des cabinets qui se disent la RSE c'est pas pour moi. Je suis plein de boulot. Il y a un truc qui s'appelle la facture électronique qui arrive. Je suis pas prêt. C'est pas pour moi. C'est pas pour mes clients. De toute façon ça les intéresse pas. Bon. Ces mêmes experts comptables, quand vous leur posez des questions, 2-3 questions pour voir s'ils savent que c'est vraiment la RSE, en général les réponses sont très très évasives. Donc on comprend. Donc c'est 30%. Ces 30%-là sont évidemment pas laissés de côté parce qu'à un moment donné, la maturité va faire qu'ils vont changer de catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont conscients, qui disent oui, maintenant on entend nos clients, on voit ce qui se passe, on entend tout ce que fait l'ordre et toutes les institutions. En revanche, j'ai ni le personnel, ni la formation, ni le temps. Et ça, c'est un gros morceau. C'est 45-50%, mais qui est en pleine ébullition aussi parce que ils veulent pas perdre de clients. On a toujours cet exemple de la gestion de patrimoine. Je fais un parallèle avec mes copains de la gestion de patrimoine où tu peux perdre un client parce que à la salle de sport, il change d'expert comptable juste sur la partie GP et puis d'un coup, il lui donne aussi sa SCI et puis d'un coup, il lui donne sa holding et puis il finit avec l'entreprise et puis on a perdu le client. Donc, il y a ce sujet qui est prégnant. Donc ensuite, troisième catégorie, à peu près 15%. Là, c'est des cabinets qui ont déjà suivi des formations, où il y a déjà un associé qui est conscient du principe et de la démarche, qui a suivi des formations et qui est en train de construire une offre. Et là, qui a besoin d'un coup de main, à la fois d'outils et à la fois de booster pour pouvoir lancer son offre. Et ensuite, on a 5-7% de cabinets qui sont déjà avec une offre réglée, la lettre de mission qui va bien, la partie budget, le plan marketing, l'annonce au niveau des clients. Alors pourquoi ils sont aussi avancés? Souvent, c'est parce que c'est des cabinets qui travaillaient déjà avec les plus de 500, qui avaient déjà une offre et qui ont décliné leur offre pour leurs clients TPE, PME et qui sont en train d'accélérer sur le sujet. Donc 5-7%, finalement, voilà, il y a encore beaucoup à se mobiliser, entre guillemets, dans la profession sur le sujet, quoi. Alors après, il y a toujours entre éditeurs, entre gens de la profession, il y a toujours ce sujet, c'est de dire, est-ce que c'est le nombre de cabinets ou le nombre de collaborateurs qui compte? Donc 5% du top 10, ça représente combien de cabinets moyens? Donc voilà, après, c'est juste pour donner moi, ça m'a permis de déterminer 4 personas. Et en fonction des 4 personas, de dire, écoute, je vais t'aider différemment. Si tu fais partie des 5% et qu'il faut accélérer, je vais te donner l'outil qui va bien, je vais te former à l'outil. Si au contraire, tu fais partie des 15%, tu as besoin de coaching, d'ouvrir le capot de la segmentation de ton portefeuille, de mieux communiquer, de former tes collaborateurs, je te vends le logiciel, je te forme et j'emmène des experts pour pouvoir te coacher. Et puis sur la troisième catégorie, celui qui se dit moi je veux bien faire l'intermédiaire, ça m'intéresse, je veux avoir ce logo RSE dans le cabinet. En revanche, tu t'occupes de tout, Stéphane, parce que moi je vais être juste entre guillemets le conseil, le coach, mais j'interviendrai pas plus. Alors, on le voulait tous les deux, que ce podcast soit le plus pratico-pratique possible pour nos éditeurs, parce qu'on sait très bien que voilà, derrière tous ces éléments-là, il y a toujours la question en filigrane.
Oui, mais bon, maintenant qu'on a dit ça, je fais comment? Donc, pourrais-tu nous éclairer sur comment justement lancer cette mission en cabinet? Quelles sont les différentes étapes finalement? C'est une question qui est très large, sur laquelle on va commencer par les hommes et les femmes qui composent le cabinet. Forcément, ça demande d'avoir des leaders dans le sujet, monter un comité RSE auprès dans le cabinet, à la fois pour la démarche interne et la démarche externe. On va dire que la démarche interne va muscler le jeu du cabinet, puisque en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, les experts comptables ont aussi un sujet d'attractivité pour l'entreprise, un sujet d'appel d'offres, aussi de financement, et donc tous ces thématiques-là, la RSE peut être un vrai atout pour eux. Donc on définit un leader, 2, on monte une équipe, 3, idéalement, on envoie en formation ces équipes-là. Voilà, les formations sont extrêmement pratico-pratiques. Je pense à Sub2V, je pense à NOS. J'étais encore il y a pas très longtemps dans une des 2 écoles pour accueillir la dernière promotion, et on voit que voilà, segmenter, communiquer, les différentes missions, comment on fait un diagnostic, les différentes étapes, etc. Donc ça, c'est le côté people. Donc les bons hommes et les jeunes femmes qui constituent le cabinet. Une fois qu'on a fait ça, il y a un sujet market qui est très très fort, c'est-à-dire comment je segmente mon portfolio, est-ce que j'y vais à tout azimut avec une offre, je fais de la RSE, je suis pas sûr que ça soit le bon message. En revanche, adapter des missions RSE par verticaux métiers, parce que dans chaque métier, on a chacun des souffrances. Certains, c'est le recrutement, d'autres c'est le financement, d'autres c'est les appels d'offres, d'autres voilà, à chaque fois on va pouvoir d'autres c'est de rester dans les lignes fournisseurs, et donc à chaque fois la RSE va s'adapter au vertical et il faut faire des missions adaptées à ça. Donc une fois que j'ai mes équipes, que j'ai mon segment de marché, que j'ai marketé aussi ma lettre de mission. D'ailleurs, là-dessus, un tout petit conseil, mais l'Ordre a fait un super boulot. Vous allez sur le site de l'Ordre, vous avez des exemples de lettres de mission que c'est très, très, très bien fait, jusqu'à même embarquer vos clients vers des sociétés à mission. Il y a tout ce qui est décomposé, donc là, il y a beaucoup de contenu. Donc, j'ai mon contenu marketing, et après, il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau pour aller prendre les premiers clients et commencer ses premiers diagnostics, commencer à faire ses premières missions, et après on pourra reparler des différentes typologies de missions, mais voilà pour moi les 3 briques nécessaires au lancement. Alors tu évoquais les écoles qui justement pouvaient dispenser finalement ces formations sur ce sujet-là. Juste une question avant. On a parlé de la certification, je dirais pour l'expert comptable, etc. Mais les collaborateurs, eux, ils ont pas besoin d'être certifiés. Je suis obligé de rebondir parce que je crois que j'ai dit Sub2V au lieu de Sub-expertise. Oui, voilà. C'est quand même. J'étais à Sub2V la semaine dernière aussi, donc voilà. Mais bon, c'est bien Sub-expertise par rapport à la profession. Donc la certification aujourd'hui, elle n'est quasi nécessaire nulle part. C'est-à-dire que la RSE, je dis souvent, on peut faire de la RSE ceinture jaune. On n'est pas obligé d'être ceinture noire. Pourquoi ? Parce que la certif, à part sur le côté bilan carbone, le calcul du bilan carbone GES, à gaz à effet de serre, par données physiques, là qui demande une certification, et l'Ordre est en lien avec l'association ABC pour former les experts comptables sur le sujet. Sur le reste, il y a beaucoup de briques qui s'acquièrent tout seul. Évidemment, il y a des formations, il y a beaucoup de MOOC, on n'a pas besoin d'être assermenté ou certifié pour aller faire un diagnostic dans une entreprise. Mais du coup, il y a que l'expert comptable qui lui a besoin d'être inscrit ou inscrit à l'Ordre, oui, mais en dehors de ça, même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une. Ça serait quand même à la liste spécifique quand même. Tu dis ça par rapport au sujet du visa durabilité. Oui, mais là t'es dans la mission d'audit. Dans la mission d'audit. Voilà. Faut le visa de durabilité, la mission elle est hyper normée, pas de problème. Sur l'autre côté, c'est-à-dire la côté 0,250, sur la mission de production, là il va aller, je peux te lister si tu veux, je crois qu'on on avait décidé d'en parler, mais les 3 grandes familles d'une mission de RSE, c'est de partir sur formaliser la démarche. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, je vais faire un diagnostic, je vais communiquer aux parties prenantes. Donc, le mot partie prenante, c'est fournisseur, client, collaborateur, dirigeant. Je vais coacher les dirigeants et je vais
établir soit une matrice de matérialité. Donc là, on commence à rentrer dans une petite terminologie RSE pour projeter le modèle d'affaires de son client et voir les impacts par rapport à son business et les interactions qu'on a avec son client, avec les fournisseurs et les clients, et accompagner par exemple à une labellisation. Ça, c'est une première typologie de mission. La deuxième typologie, c'est de faire des actions complémentaires. Et quand je vais te citer les actions complémentaires, tu vas te dire « Ah ouais, mais ça, l'expert comptable, il sait déjà le faire. » Donc, si je reprends les 3 critères ESG, donc E dans l'environnement, là, le bilan carbone, c'est vrai que vaut mieux être certifié bas carbone, mais faire une charte numérique sur les bonnes pratiques du numérique, il y a plein de sujets autour des éco-gestes, que ce soit de l'eau, de la machine à café, de la température, toutes ces thématiques-là. Aujourd'hui, le cabinet, en tant qu'entreprise, le fait déjà, en fait. Donc, il y a pas mal de choses qui sont naturelles chez lui. Et là, on va arriver au S de social, mise en place des avantages salariés, intéressement, partage de la valeur, tout ce qui est bilan professionnel, bilan entretien annuel, toutes ces thématiques-là qui sont dans la RH étendue et sont des compétences même sur toute la partie prévoyance, santé, mise en place d'un PER collectif. Alors s'ils font pas forcément en direct, ils peuvent faire avec des partenaires. Mais là, on a totalement des missions qui vont agrémenter la TPE, PME sur l'aspect social. Après, sur l'aspect gouvernance, on revient sur un besoin de formation quand même minimum, parce que la gouvernance, c'est beaucoup, je vais poser mes valeurs en tant qu'entreprise. Bon, dans les startups, c'est quelque chose qui est naturel. Dans les grandes boîtes, pareil, il y a des valeurs qui sont au mur. Les TPE, PME, ils ont un peu plus de mal à faire ce pas de côté en disant « Tiens, je vais poser 5 mots et je vais creuser ». Et c'est là où l'expert comptable peut, sur un jeu de brainstorming, penser les valeurs, penser la raison d'être. La raison d'être, c'est cette phrase-là qui définit l'entreprise. C'est pas extrêmement compliqué. Et là, ce que je dis souvent, et ça fait rire mes experts comptables, c'est vous écrivez les valeurs avec un de vos clients et sa raison d'être, mais il est amoureux de vous jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que c'est là, l'expert comptable, il a vraiment pris une casquette qui est encore plus forte que la mission de départ. Et je vais prendre un dernier exemple, et après je vais te laisser parler. C'est le sujet du modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est hyper important dans le monde de la RSE. Et le modèle d'affaires, c'est quoi? Modèle d'affaires, c'est analyser la durabilité de la TPE et de la PME. Si j'ai un client qui est franchisé sur du lavage automatique, si aujourd'hui, à 3 ans, il se pose pas la question que pendant les périodes de sécheresse, il n'ait pas le matos pour récupérer de l'eau et faire un circuit fermé, il est mort. Un pisciniste, il est mort. Une lavage automatique, il est mort. Un traiteur, il est mort. Et là, c'est l'expert comptable qui doit, à travers un questionnement sur le modèle d'affaires de son client, lui faire poser les bonnes questions, pour qu'il continue après à faire des bilans, à faire des BP, etc. Mais il faut que son client soit toujours vivant à 3 ans. Et j'ai discuté la semaine dernière avec un expert comptable qui venait de faire la formation et qui dit, mais naturellement, j'ai pris de la hauteur avec mes clients en parlant de ça. Tu l'évoques parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que tout ce champ des possibles qu'il y a sur les entreprises finalement de moins de 250, tu viens de l'évoquer au travers des exemples que tu donnes, mais il y a aussi, je dirais, des petites structures qui sont sous-traitants pour des grands groupes, etc. Tu me le disais lors de la préparation, où finalement quelque part, s'ils lancent pas cette démarche-là, en fait, ils pourront plus travailler tout simplement en fait avec ces grands groupes. Mais il faut se rendre compte de ça, c'est-à-dire que tu as complètement raison, c'est-à-dire que avec la réglementation CSRD, c'est pas juste youpi, on est passé de 500 à 250, c'est que la précision on va pas rentrer dans le détail de cette norme-là, mais tout va rentrer encore plus avec une intensité, et notamment sur la chaîne des fournisseurs, où aujourd'hui, s'il ne montre pas de blanche avec les bons KPI à montrer autour de ça, ils vont être déréférencés. Voilà. Et en parlant de ça, je me rends compte que je t'ai parlé de formaliser la démarche, gérer les actions, et il y a un troisième levier, une troisième mission que l'expert comptable fait déjà, mais avec d'autres chiffres, c'est le bilan extra-financier. Ouais, je vais en parler. Donc le bilan extra-financier, ou le rapport de durabilité, c'est prendre des datas extra-financières, financières et sociales, les mettre en musique pour montrer
ce que fait l'entreprise et de pouvoir utiliser ce document auprès de son banquier pour obtenir des prêts, pour rester sur ses listes de fournisseurs, enfin tout ce qu'on a dit de positif. Et ce document-là, l'expert comptable aujourd'hui, il sait déjà publier des comptes, il sait faire des plaquettes. On n'est pas très très loin de ce métier-là. Et par rapport au reste de l'écosystème, il a une puissance de feu que personne n'a. C'est qu'il a déjà la partie finance et la partie sociale. Et donc, il peut comparer les démarches extra-financières à la profitabilité de l'entreprise. Et ça, moi, j'ai vu des rapports de durabilité de fédération. C'est beaucoup plus faible, beaucoup plus light que ce que peut proposer l'expert comptable. Et je finirai là-dessus. L'expert comptable a aussi un autre poids très fort. C'est que il va signer ce document, donc il va vérifier la piste d'audit de ce 0,250. Ça veut dire que demain, quand je reçois un rapport extra-financier signé du cabinet X, je me pose pas la question de savoir, le taux d'handicap ou le ratio homme-femme, ils sont faux. Alors qu'aujourd'hui, personne ne vérifie ces rapports. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est là où à quel point, et c'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui à ce podcast, parce que voilà, sur d'autres épisodes, on parle de l'offre, on parle de finalement comment le cabinet demain doit revoir sa proposition de valeur vis-à-vis de ses clients, etc. Et ça rentre complètement en fait là-dedans. En réalité, c'est une continuité quelque part. Pour moi, c'est une continuité naturelle finalement du métier originel du cabinet. Quoi. Il faut vraiment que la profession, quelque part, s'empare de ce sujet-là, parce que à l'aune où, justement, on sait, avec l'arrivée de la facture électronique, etc., on en parle sans arrêt en ce moment, on sait que le métier va devoir évoluer, on sait que la production comptable, elle va plus être aussi lucrative qu'elle l'a été par le passé, et que, quelque part, le cabinet va devoir réviser l'offre de service qu'il va avoir vis-à-vis de ses clients. Et là, c'est une possibilité parmi tant d'autres, mais c'est une possibilité vraiment intéressante et c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui pour vraiment mobiliser quelque part la profession autour de ça. À l'heure où on se parle, j'ai pas encore écouté les autres épisodes, c'est pas encore paru, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le travail que tu fais à travers ton podcast sur l'acculturation, marketing, communication, moi je le ressens tout de suite, c'est-à-dire que le cabinet qui a déjà une certaine maturité, quand nous on arrive, c'est quand même beaucoup plus facile que celui qui connaît pas la communication auprès de ses clients. Parce que, encore une fois, c'est ce que je dis quasi à tous mes rendez-vous. Retenez qu'une seule chose de ce que je vous dis, informez vos clients que l'expert comptable est capable de répondre au sujet de la RSE. Parce que si vous attendez d'être ceinture noire du sujet, d'avoir fait 3 expériences, d'avoir des collaborateurs certifiés, ils seront pas chez vous, les clients. Ça, et la meilleure façon de pas avoir un compte 622 au moment de la révision du bilan où on voit des honoraires qui sont pas les siens, c'est justement de se mobiliser. Exactement. Là-dessus, là aussi, c'est pareil. On en parle sur d'autres épisodes. Toi et moi, on travaille effectivement auprès de cette profession depuis longtemps. Ça fait une éternité qu'on parle de segmentation de la clientèle. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc cette segmentation, elle est là aussi pareil. Elle prend toute son importance par rapport à ce sujet-là. Comment finalement le cabinet peut identifier quelque part les clients qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette démarche? Alors, j'ai rien réinventé. C'est beaucoup de bon sens. Aujourd'hui, il y a des verticaux métiers. Et dans chaque verticale, on peut grosso modo se dire ouais, on peut y aller, on peut pas y aller. Typiquement, je prends le cas où ça sert pas à grand chose d'y aller, un commerçant. Aller voir un commerçant, lui parler de RSE, et puis il y a des métiers assez étonnamment qu'on m'a appelé, j'ai vu des grands faiseurs de la compta spécialisés dans le métier des artisans, par exemple, sans les citer. J'ai dit, mais à quoi ça sert un artisan? Ils sont 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, mais ils répondent tellement à des appels d'offres et sur des petites choses, et notamment sur des sites, des marketplaces d'appels d'offres, c'est leur premier fournisseur de leads. Et eux, oui, ils nous demandent ça. Alors que moi, je me disais, mais faire une analyse sur la gouvernance, sur le social, alors qu'il est tout seul, ils sont 2 ou ils sont 3, ça va être un peu costaud, quoi. Et en fait, non, parce que
que on va parler de ses fournisseurs, on va parler de sa façon de travailler, on va parler d'un certain nombre de choses qui font que on va mettre en avant notamment la partie éthique. Voilà. Donc au final, si je reviens sur ta question initiale, le vertical c'est essentiel. Après, par rapport aux verticaux, évidemment, les plus gros clients, ceux qui ont un peu de people, parce que de collaborateurs, parce que forcément ça impacte, notamment sur qu'on veut vraiment faire des grandes démarches sur le volet social. C'est sûr que quand on a 10, 15, 20 collaborateurs, ça a plus d'impact quand on en a un ou deux. Mais voilà. Donc après, je vais pas rentrer dans chaque exemple, mais BTP, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a bien un écosystème qui est le tourisme. Aujourd'hui, on parlait des experts comptables, mais il n'y a pas un event dans le monde du tourisme où on parle pas de RSE. L'avion, les destinations, je veux dire, c'est monstrueux le sujet de la RSE dans le tourisme. La partie événementielle, c'est pareil, énormément de sujets. Et après, il y a tous ceux qui ont des problèmes, soit de transformation de leur outil de production, pour qu'ils soient le plus engagés possible. Donc là, on va se retrouver avec des PMI, on va se retrouver... Donc, faut pas commencer par tout. Faut commencer par les sujets les plus simples. Et c'est là où nous, on aide pour se dire, je vais aller segmenter, commencer. Et c'est vrai que le cas qui est quasi dans tous les portefeuilles d'experts, la boîte de BTP ou de transport, on est déjà sur 2 personas qui sont très intéressants à travailler. Alors les experts comptables, on le sait, sont toujours intéressés par ce type de questions. Donc je vais me faire leur porte-parole et de la poser. Finalement, combien je peux facturer cette mission ? Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante et posée quasi à chaque rendez-vous. Voilà. Voilà. Et souvent, je souris en disant la vie est plus belle dans Excel que dans la vraie vie, comme on est en train de construire. Poser quelque chose de vraiment mécanique avec un volume, aujourd'hui, personne n'en est capable. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est ce que nous, on a fait, c'est de voir qui travaille aujourd'hui avec les TPE-PME, c'est-à-dire les consultants indépendants, combien eux, ils facturent et combien le cabinet serait capable de facturer en fonction du client. Et donc, si on prend la facturation moyenne d'une TPE compta, TVA, alias fiscal, c'est à peu près 2 000 euros par an. Ouais, 2 000, 2 500 par an. On pense qu'on peut multiplier par 2 ou par 3 les honoraires. Alors, ça fait sourire tout le monde en disant mais c'est déjà dur d'aller chercher les 2000, Stéphane, comment on va faire pour aller chercher 4000 ou 4005 ? C'est que le sujet n'est plus le même. Si le sujet c'est de faire un bilan où le client ne comprend pas grand-chose du bilan, par contre un bilan extra-financier qui va lui permettre d'obtenir des prêts, de pas sortir de la ligne fournisseur et faire d'autres choses qu'on a déjà évoquées, d'un coup, le bilan extra-financier il a une autre valeur. Donc nous aujourd'hui, dans nos modèles, on dit toute la partie audit et lancement, ça se vend entre 1000 et 3000 euros. Je fais un diagnostic, je coach, je fais un plan d'action. Voilà, en fonction de la taille. Un bilan carbone, les boîtes structurées vendent ça 10 000 euros quand même au TPE, même s'il y a des aides BPI. Donc, on peut aller chercher un 2000 ou un 3000 euros sur ce calcul du bilan carbone. Ensuite, toutes les actions, ça dépend du client, tout ce qu'il va être capable d'accepter comme mission complémentaire. Et enfin, le bilan extra-financier, ça se vend entre 1000 et 2000 euros, sachant qu'il y a certains cabinets qui vendent des LMNP à 800 euros. On se dit que 2000 euros, un bilan extra-financier, donc, ça ne veut pas dire que tout se cumule. Mais en tout cas, on arrive rapidement à 2005, rapidement à 3000. Donc, il y a, en plus de l'enjeu sociétal de la mission, il y a un vrai business model pour l'expert comptable, une vraie position de force dans un sujet qui est passionnant en plus. Oui, et puis en plus, on est clairement pour certains, on a donné des exemples et on a évoqué des cas de figure finalement où on l'imagine pas, mais comme tu disais, un artisan de personnes, oui, mais très bien, mais enfin, s'il répond à des appels d'offres, voilà, c'est tout simplement aussi d'assurer en tant que cabinet d'expertise comptable son entre guillemets devoir de conseil, tout simplement pour pouvoir faire perdurer la société de son client quelque part, quoi. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, avec mine de rien un marché qui se resserre où les fédés proposent des choses, où les banques, les assurances sont là. Par exemple, je prends l'exemple de la Banque Pop. La Banque Pop, ils ont un conseiller capable de faire ça par agence, où ils mettent en place des prêts verts, où il faut choisir 3 des 15 indicateurs pour obtenir le prêt et les indicateurs doivent être validés par l'expert comptable. C'est quand même plus sympa d'être expert comptable et de lancer la démarche RSE complète de son client que d'arriver juste
en vérificateur de 3 data pour pouvoir avoir un prêt. Donc on voit que le momentum, il est en train de vraiment de bouger et on s'approche vraiment d'un moment qui est clé et c'est maintenant, quoi. Et alors tu l'as évoqué quand je t'ai posé la question sur combien finalement on pouvait facturer cette mission, et tu évoquais également les propositions entre guillemets de missions complémentaires qui pouvaient aussi être faites derrière cette mission-là de RSE. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu concrètement de missions complémentaires qui peuvent être finalement détectées et proposées aux clients? C'est ce que je t'ai listé tout à l'heure, hein. C'est-à-dire un plan d'intéressement, de participation, ça peut être tout un régime d'amélioration de la prévoyance, ça peut être mise en place d'un PER collectif, voilà, les missions elles sont très liées sur les aspects plutôt sociaux, sur les missions complémentaires. Mais après, il y a aussi cette ouverture d'esprit, ça me fait penser à ça, c'est que lorsque l'expert comptable ne sait pas faire, il sait bien faire quelque chose, c'est s'entourer et d'avoir des réseaux. Et donc, si on est sur un sujet, allez, je vais reparler de BTP, où l'entrepreneur, il veut commencer à faire des constructions éco-responsables avec du béton cellulaire, je pense pas qu'il y ait un cabinet en France qui sache conseiller son client pour faire ça. Donc, on va chercher le consultant indépendant qui va bien et l'expert comptable reste leader sur l'échange, mais avec des compétences complémentaires, avec un système de rémunération ou pas. Ça, c'est encore... Comme ça se fait dans d'autres missions, sur la GP, sur exactement. Donc, fort de tous ces constats-là que tu nous as livrés, et voilà, je t'en remercie beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement la proposition de valeur de Enso RSE, et aujourd'hui comment vous intervenez quelque part dans cette logique qu'on a vue depuis le démarrage de cet épisode? Quelle est l'offre, le bénéfice finalement que vous apportez, vous, Enso RSE, sur ce schéma-là? Nous, on a tout de suite pensé expert comptable. Et donc, en fonction de la méthodologie, des clients, des collaborateurs. Donc, on a fait une plateforme qui est collaborative. Donc, ce mot-là, on l'a de partout, mais c'est le fait de se dire, c'est bien la plateforme de l'expert comptable, donc qui est déjà multi-dossier. Souvent, je rigole en disant, on a fait un outil de prod RSE. Par rapport à certains éditeurs de RSE qui sont monodossiers parce que pas cette vision expert comptable. Donc nous, on peut mettre les portefeuilles, nommer les experts comptables, les chefs de mission, etc., etc. Et surtout, on a suivi une méthode qui permet d'accompagner ces 3 briques. Je lance un diag rapidement des parties prenantes, facile, avec des questions fermées, où les parties prenantes vont répondre selon la norme ISO 26000, qui est la norme internationale de la RSE, avec une note de perception. Ça va lui donner une boussole à l'expert comptable pour guider son client à aller lancer des plans d'action, déclencher le bilan carbone si besoin, c'est pas nécessaire dans toutes les entreprises, suivre toutes ces missions-là, donc industrialisable, collaboratif entre le client et l'expert comptable, pour arriver au bilan extra-financier qui est réalisé, lui, par le cabinet. Donc voilà comment nous, on a pensé, donc à la fois faciliter la communication du cabinet et aider le cabinet à mieux communiquer auprès de ses clients. Donc ça, c'était le premier sujet pour mobiliser les clients. Et une fois que le client a levé la main, il rentre dans un process, dans cette plateforme-là, qui permet de l'accompagner, d'enrichir et aussi de répondre à la deuxième problématique que j'ai évoquée, c'est-à-dire que le modèle économique soit adaptable à la capacité contributive de cette TPE. Ce que c'est très bien faire l'expert comptable, il sait facturer une holding comme il sait facturer une grosse entreprise. Et là, c'est pareil. L'outil va pouvoir s'adapter à la taille de l'entreprise et avoir, pour des TPE, un prix assez attractif et pouvoir monter en gamme en fonction de la mission et du savoir-faire de l'expert comptable, parce que plus il va se lancer dans ces missions-là, et puis après, là, je prenais un exemple de TPE, mais transformer une société en société à mission, là, on parle plus de 2500 €. Il y a plein d'autres transformations qui sont beaucoup plus impactantes en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc on a fait une appli SaaS à disposition du cabinet pour lancer des démarches RSE auprès de leurs clients TPE, PME, facile et industrialisable. Voilà. Tu les prends par la main pour les aider dans cette démarche-là. On se prend par la main mutuellement. Voilà. Et tu l'as déjà un petit peu affirmé, mais justement, et en guise de conclusion un petit peu pour ce podcast et pour cet épisode,
Est-ce qu'on est dans le bon momentum? C'est-à-dire que concrètement, est-ce qu'un cabinet aujourd'hui doit se lancer dans ce sujet et pourquoi? Écoute, je pense que oui, parce que d'une part, l'intensité qu'on vit dans notre société aujourd'hui, il suffit d'allumer la télé pour voir que il y a quelque chose qui tourne pas forcément très rond, et sur l'aspect environnemental, mais aussi sur la partie gouvernance et sur les différentes crises qu'on connaît. Donc le sujet, il est partout. Donc la RSE, c'est aussi de pouvoir calmer le jeu, prévoir l'avenir différemment, et c'est là où le rôle de l'entreprise est clé. C'est-à-dire que c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est pour être le leader dans la transformation, dans la protection de l'environnement, dans le fait de partager la valeur, dans le fait d'avoir des gens épanouis, motivés dans leur job, heureux, qui lutter contre l'absentéisme, etc. Et donc, une fois qu'on a compris ça, c'est maintenant que les entreprises doivent changer. Parce qu'à chaque fois qu'on changera un salarié en meilleur, je vais pas dire humain, en meilleur citoyen, voilà, c'est plus joli. En meilleur citoyen, c'est qu'on aura gagné. Et donc, c'est maintenant. Ça, c'est d'un point de vue à la fois de croyance, de conception profonde. Ça, c'est le premier point. Et sur le deuxième, si on prend plutôt le sujet côté business, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est tendu sur ce point-là. Tout le monde, vous voyez aujourd'hui, alors je sais pas si c'est moi, mais regardez votre LinkedIn, tout le monde fait de la RSE aujourd'hui. C'est incroyable. Tout le monde est engagé, c'est génial. Maintenant, il faut transformer. Et je trouve que l'expert comptable est l'interlocuteur, le tiers de confiance du tissu économique qui va vraiment pouvoir, à la fois par le bas et à la fois par le haut, accélérer cette transition-là et pour le bien de leurs clients et de nous tous. Eh ben go alors. Go. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Je suis vraiment ravi de t'avoir invité et merci beaucoup de nous avoir partagé cette nouvelle passion et ta nouvelle passion qui est la RSE et essayer d'embarquer la profession derrière ce sujet-là. Écoutez, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous l'a eu à l'enregistrer. Merci beaucoup Stéphane. Merci Franck. À très bientôt et au revoir à tous.